Nous voici avec Yves Marcadel sur le chantier de fouilles, le site archéologique des Caisses Jean-Jean à Mauriès. Bonjour Yves. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce qu'on va découvrir ici sur ce site qui s'étend sur combien de superficie? Ce site s'étend sur 14 hectares. 14 hectares. Là en haut, 3 hectares et demi. Et tout le reste se trouve en contrebas, côté sud. Une partie du golfe de Servanne d'ailleurs est concernée par la zone archéologique. Et moi qui fouille ce site depuis, j'ai commencé en 1978, c'est pas mal. Et depuis 2001, donc, j'ai un partenaire qui est Jean-Louis Paillet. Alors, la toute première occupation, c'est la fin de la préhistoire, c'est le néolithique final. En haut de cette falaise, il y a des traces d'une occupation sur 1,5 km. Mais la grande occupation du site perché, de l'oppidum, elle commence au 8e et surtout 7e siècle avant Jésus-Christ. On arrive sur un secteur qui est en train d'être fouillé actuellement. Hein. C'est Claude qui est en plein ouvrage là. Nous sommes à la sortie du couloir qui permet de traverser l'oppidum et Claude est en train de fouiller au pied de ce massif, lequel massif servait à maintenir une porte charretière. Il y en avait une deuxième derrière et avec une sorte de sas d'entrée. La précédente se trouve là derrière et donc il est en train d'étudier les niveaux qui se trouvent accolés à ce massif, de se rendre compte que ce massif a été ajouté derrière le mur de la tour qui se trouve devant moi et il est en train de traverser des niveaux qui sont les niveaux des recharges successives de la voie. C'est une route, c'est une voie. Là où nous sommes, c'est le niveau final, le niveau de la dernière occupation. Et il est en train de descendre vers les tout premiers niveaux d'occupation, bien entendu, qui doivent se situer à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, il faut creuser encore un peu. Hein. Oui, peut-être pas tellement, parce que les niveaux sont quand même assez superposés. La deuxième porte, je peux vous la montrer ici. Je me trouve dans la porte d'une petite pièce qui est en cours de fouille derrière moi et que nous supposons être une sorte de corps de garde ou, si vous voulez, plus modestement, d'abri pour une personne qui contrôlait le passage. Et ce que j'ai à mes pieds, avec toutes ces perforations, représente une partie de l'équipement nécessaire pour l'ouverture et la fermeture de portes. On voit deux pierres, donc voilà. Un portillon et une pour une grande, voilà. grande porte. Ici, donc, première crapaudine de petite taille, très probablement une petite porte, un portillon, passage piétonnier. Et ici, la grande crapaudine, c'est l'endroit donc où le montant de la porte pivote. Et ici, donc, on a une porte qui est une porte charretière. Bon, c'est certainement plus lourd. On n'a pas retrouvé la porte, mais on a retrouvé ses clous en fer forgé. Et la petite pièce qui se trouve derrière et qui est colmatée par ses propres débris nous a livré un nombre considérable de dalles naturelles de calcaire, de lauge. Et donc, nous pensons, c'est l'hypothèse actuelle, on va la vérifier, mais nous croyons fermement qu'elle était couverte par une toiture en pierre sur, bien sûr, charpente de bois.
Quels sont les vestiges qu'on a découverts sur ce site? Alors tout d'abord, il y a eu un grand sanctuaire avec des stèles votives qui portent des gravures de chevaux montés, de cavaliers, brandissant un javelot. Il y en a un certain nombre qui sont visibles au musée d'Arles. Ceci, c'est un grand seuil de porte qui a été récupéré dans des bâtiments de type hellénistique, qui date probablement de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, il a été réemployé dans une construction dont on voit l'angle ici, dans une construction de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on saute les siècles suivant les endroits où l'on se trouve. Sur tout le site, on va passer sans arrêt, selon les périodes. On va passer du 6e ou du 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple jusqu'au 3e après. Alors j'imagine que quand on fait des recherches, c'est quelque chose de très intéressant de naviguer comme ça entre les siècles et de trouver chaque fois des trésors enfouis. Absolument, et la grande chance dans la zone qui se trouve là, derrière nous, la grande chance, c'est qu'on a eu une stratigraphie avec des couches successives qui s'est allée depuis en bas, un rempart du 6e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est prolongé jusqu'à l'empereur Auguste, c'est-à-dire pratiquement presque jusqu'au changement d'ère. C'est le résultat de l'accumulation des remparts dont je vous parlais. Regardez, arrêtons-nous simplement ici. Et retournez-vous. On a vu sur toutes les vallées environ. Normalement, par beau temps, on voit depuis la Sainte-Victoire, là-bas, la Sainte-Baume. Là-bas, vous voyez Fosse, là-bas à l'horizon. Oui. Derrière la falaise, donc si on était un peu plus haut, on verrait le littoral de la Camargue. Et si le ciel était mieux dégagé, la vue porterait dans cette direction jusqu'au pic Saint-Loup. Ah oui, quand même. En arrière de Montpellier. Allez, on marque une pause, on reviendra sur le site archéologique des Caisses Jean-Jean dans un instant. Pour l'heure, c'est notre pause gourmande. Voici venu le temps des gourmands. Il est l'heure de retrouver votre rubrique recette du jour. Nous allons découvrir ici à Cabrières, dans le Gard, au restaurant Les Lauriers Roses, une recette. Alors à vos stylos et vos feuilles pour noter tous les ingrédients de cette recette qui va régaler vos convives. Nous allons maintenant à la rencontre du chef cuisinier des lieux, au Laurier Rose. Il est en pleine cueillette d'aromates. Bonjour David. Bonjour. Comment allez-vous? Et vous? Ça va bien? Bien, très bien. Alors, Oui. la préparation, ça commence dans le jardin? Ben là, je viens chercher mes aromates pour pouvoir faire le plat que je vais vous proposer à midi. Et qu'est-ce que c'est alors ce plat justement? Alors nous allons faire un pavé de veau au cèpe, aux échalotes confites, avec une purée de patates douces au cumin et des asperges rôties. Ça paraît bon ça sur le Bien, papier déjà. j'espère. Vous me direz ça à midi. C'est bon là, vous avez tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut. Allez, on est parti en cuisine alors. Donc nous avons besoin d'asperges. J'ai pris 3 petites asperges du pays, du veau, de la ciboulette,
des cèpes de la région, des échalotes, du vin rouge, du sucre, du romarin, de la patate douce. Il nous faut de la crème, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Donc là, je vais mettre les échalotes à cuire, à confire dans le vin rouge. Mes échalotes, le vin rouge à hauteur, le sucre, le romarin. Donc là, je vais faire cuire les échalotes. Une fois qu'elles sont cuites, je les retire et je fais réduire mon vin de façon à les réincorporer ensuite dedans. Il faut bien surveiller la cuisson de façon à les enlever quand elles sont blanchies pour pouvoir les finir après. Je vais mettre les cèpes à sauter. Voilà. Un joli morceau de beurre. Un peu d'huile. On fait fondre et ensuite on incorporera nos cèpes. Je vais organiser mes asperges de façon à les faire poêler. Bien fondu, bien chaud. J'incorpore mes cèpes que j'assaisonnerai à la fin. Une bonne dizaine de minutes. Ça dépend de la coloration que vous voulez leur donner. Il y en a qui les aiment baveux, il y en a qui les aiment bien grillés. Ça chante, oui ça chante. Surtout que ceux-là, ils viennent des Cévennes. Puis dans le Gard, on a la chance d'avoir le département avec le plus d'AOC, donc autant en profiter. Je vais ciseler ma ciboulette que j'incorporerai à la fin avec mes cèpes. Alors je la mets à la fin pour éviter qu'elle cuise, sinon les arômes de la ciboulette disparaissent. On remue rapidement. On coupe le feu et voilà nos cèpes qui sont prêts. Maintenant nous allons faire nos asperges, poêle chaude, petit abaissé de feu après pour les démarrer. Nous attendons que le beurre soit bien fondu avant d'incorporer nos asperges dans la poêle. Là c'est bon. Alors on commence à feu vif, après on les retournera et on baissera un peu le feu pour les finir de cuire. Maintenant nous allons vérifier nos échalotes qui ont commencé à bien confire. Un couteau, on les pique. Il faut que le couteau rentre dedans mais que ça reste relativement ferme. Sinon, ça part en purée. Donc là c'est bon, je baisse mon feu. Je retire mes échalotes. Je laisse mon vin réduire. Une fois que le vin sera réduit, nous pourrons incorporer les échalotes à l'intérieur de façon à les finir. Je retourne mes asperges. Vous voyez la couleur qu'elles ont. Elles ont bien rôti. Pareil de l'autre côté. Et dans 1 minute ou 2, nous pourrons les retirer. Maintenant, je réincorpore mes échalotes dans ma réduction de vin de sucre de façon à pouvoir finir mon plat. On les glace. C'est bien les incorporer dans le sirop en fait, de façon à ce que ce soit nappé. Et là, je peux couper mon feu. Et vous voyez, comme ça bien épaissi, ça nous fait comme un sirop de vin rouge en fait. Je vais vérifier la cuisson de mes patates douces. Donc c'est bon, on va pouvoir commencer la purée de patates douces. J'écrase. Je vais la mettre sur le feu, la réchauffer légèrement et incorporer un peu de crème. La crème va apporter de l'onctuosité au plat. On remue bien tout. Pas trop mettre de produit à l'intérieur pour pas dénaturer cette patate douce qui est relativement à elle toute seule un bon produit. Donc nous allons lancer la cuisson de notre veau. Petite noisette de beurre, un filet d'huile. Nous allons assaisonner notre pièce de veau. C'est une viande qu'on mange à point. Ça évite qu'elle soit trop sèche à la dégustation. Donc nous avons 5 bonnes minutes de cuisson, 2-3 minutes par côté, et on finira au four pendant 2-3 minutes. C'est plus homogène au niveau de la chauffe. Voilà, notre pièce de veau est prête. Dans l'assiette, notre purée de patates douces. Nous prenons nos asperges que nous déposons joliment sur notre viande, nos cèpes de Cévennes. Nous allons finir avec nos échalotes confites au vin rouge et un peu d'herbe pour la décoration. Madame, c'est magnifique. Déjà, rien que les couleurs, c'est splendide. Et en plus, ça sent très bon. Bon appétit! Alors, quelles sont vos dernières trouvailles?
Actuellement, là où vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez vu, on est en train de fouiller la porte, c'est la porte fortifiée. Hein, et on est en train de dégager notamment une petite pièce qui se trouve dans le couloir d'entrée et qui ressemble fortement à une sorte de corps de garde. Ce qui est quand même très peu courant dans les fortifications des oppidats du sud-est. C'est pas très connu. Je dirais même qu'on a un exemple possible, et c'est dans le Var, et c'est pratiquement tout. Ici, on aurait dû reboucher, sauf qu'il y a tout un projet de mise en valeur du site. La municipalité, en concertation, en accord avec la conservation régionale de l'archéologie, a réalisé une étude par une architecte du patrimoine. Il existe en mairie un document qui est une sorte de programme de mise en valeur. Et sur les coupes, et vous verrez des couches de terre grise, hein, quand c'est mouillé, ça se voit très très bien, qui sont farcies de morceaux de peau cassés et de débris de débris de cuisine. Ces couches, ce sont des couches du 5e siècle avant Jésus-Christ, et on a entassé ces couches sur toute la surface que vous voyez au-dessus de maisons du 5e siècle abandonnées, et on les a entassées sur presque 1,50 m d'épaisseur. C'est quelque chose d'assez étonnant et qui est extrêmement difficile à expliquer d'ailleurs. On a bien plusieurs hypothèses. Il y a le même genre de choses a été observé par exemple sous les fortifications de Saint-Blaise, Saint-Mitre-les-Remparts. Là, c'était Henri Roland, le fouilleur de Saint-Blaise, qui pensait que c'était un hôtel de feu en quelque sorte. Bon, c'est une hypothèse qui a été combattue depuis, bien sûr. D'autres hypothèses, en particulier, tout récemment, ces dernières années, il a été fouillé dans les Alpes de Haute-Provence et à la limite des Hautes-Alpes, des structures du même type, où on pense que c'était tout simplement le résultat d'un gigantesque festin à la gauloise qui durait pendant plusieurs jours. Bon, je suis incapable de préciser. Et là, en tout cas, on a un des murs les plus anciens là sur la planche que l'on voit en face de nous. Au-dessous, on a la structure la plus ancienne, dernier quart du 6e siècle avant Jésus-Christ, avec comment est-ce que ça peut être daté grâce à certaines céramiques, des céramiques d'importation venues de Grèce en particulier, qui nous permettent, la datation aussi. D'accord. Bon, on va s'approcher pour voir ce mur d'en haut. Si vous y arrivez. On va le tenter. Vous voyez, regardez, le rempart, là où vous avez le petit pain, vous êtes, on ne dirait pas, hein, vous êtes à 14 mètres au-dessus du niveau de la plaine. Toute cette colline, ce sont les débris provenant de la destruction. Là, ce que vous voyez, ce sont deux remparts côte à côte, le plus élevé ayant été construit sur le précédent qui était à ce moment-là déjà détruit. Donc le but recherché, c'est bien entendu de renforcer l'épaisseur totale de l'ouvrage défensif. C'est le deuxième, mais ça n'est pas le dernier. Il y en a d'autres qui... C'est qu'une succession de constructions. Et là, alors, tout est construit, là, tout ce qu'on voit autour de nous. Tout ce qui est devant nous, entre les deux crêtes rocheuses, est entièrement bâti, entièrement construit. Quand on circule dans la végétation, on rencontre un peu partout des murs qui affleurent le sol. Et c'est dans ce secteur-là que Fernand Benoît avait fouillé une succession de ce qu'il appelait des cases, c'est-à-dire en fait des maisons, ce qu'on appelle un habitat unicellulaire, c'est-à-dire une seule pièce sert à loger toute une famille. Loft, quoi.
Oui, par exemple. Alors les associations d'ailleurs du village œuvrent à la mise en valeur du site, hein, notamment à l'association du groupe archéologique de Mauriès. Voilà. Et vous avez, vous, écrit un livre aussi sur cet oppidum? Oui, il y a un livre qui est édité par les éditions Honoré-Clair à Arles. Un ouvrage qui retrace en fait... Oui, un ouvrage qui est très bien illustré. Et comment il s'appelle alors? Alors il s'appelle Un oppidum gaulois des Alpilles, les caisses de Jean-Jean à Mauriès. Vous l'avez coécrit? Oui, je l'ai écrit et Jean-Louis Paillet a contribué, et en particulier il est l'auteur de tous les plantes, tous les relevés, les dessins, les coupes, etc. En tout cas, les villageois de Mauriès peuvent découvrir ce site et toutes ses richesses. C'est un site qui est fréquenté par un certain nombre de personnes qui habitent dans la région. Beaucoup d'autres personnes viennent souvent de fort loin pour faire de l'escalade. On est venu d'un peu partout dans le monde. Il paraît que le niveau de difficulté est assez relevé et il paraît que... C'est notre attrait du site. Oui, et d'autre part, c'est un sentier de randonnée également. Et donc, avec quand même des prescriptions concernant l'incendie, ça, entre le 1er juin et le 30 septembre, on ne peut pas venir n'importe quand, il faut auparavant consulter les sites officiels qui disent si on peut venir toute la journée, seulement le matin entre 6h et 11h, ou pas du tout. Regardez. Le lierre là-bas, hein. J'en avais un là, j'en avais un deuxième là, regardez. Ils sont presque en forme de cœur. Bravo. Pour moi, hein, mais ça c'est pas dans les publications archéologiques. J'appelle cet endroit la vallée des cœurs. Bon, on quitte la vallée des cœurs. Ouais. Votre balade à Mauriès s'achève, vous découvrirez bien d'autres merveilles en vous baladant ici. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette émission et notamment le maire de la commune, monsieur Pierre Santoire, les associations Yves Marcadel, ses amis les fouilleurs sur le site de l'Oppidum, les habitants et Alain Bérisy qui a filmé son territoire avec amour durant la fête des Olées Vertes. Merci à tous et à vendredi prochain.